Bienvenue sur Géopolitis. C'est un pays où le concept même de démocratie est à la fois nouveau et mérité. Nouveau parce que pour la première fois, on va y organiser des élections a priori libres, et mérité car rarement un peuple se sera autant battu pour ce droit démocratique fondamental. Ce pays de 52 millions d'habitants, c'est la Birmanie. Une Birmanie que les militaires au pouvoir pendant des décennies avaient rebaptisée le Myanmar. C'était en 1898, le célèbre Rudyard Kipling écrivait ses Lettres de l'Est et il décrivait ainsi le territoire qu'il avait découvert. Telle est la Birmanie où rien n'est pareil à ce qui se produit ailleurs. Longtemps, si longtemps, le pays a été maintenu isolé de ses voisins, isolé de la modernité et donc de toute liberté démocratique. En ce début du mois de novembre, les Birmans vont élire leurs représentants au Parlement. Un Parlement dont un quart des sièges restera tout de même réservé aux candidats des militaires. Alors, s'agit-il d'une démocratie nouvelle mais sous surveillance? C'est le thème de cette édition de Géopolitis. Étonnante nation que cette Birmanie qui ne compte pas moins de 135 minorités ethniques dont certaines sont toujours et encore en lutte armée contre le pouvoir central. Pouvoir central qui, lui, siège dans la nouvelle capitale voulue par les militaires, Naypyidaw, cette ville créée ex nihilo, où l'on a transféré de force les ministères, les administrations et, ils n'ont pas eu le choix, tous les fonctionnaires qui vont avec. L'ancienne capitale, on le sait, c'est Rangoon. Situé le long de l'océan Indien, le pays cohabite avec 5 voisins. Au nord-ouest, c'est le Bangladesh, puis l'Inde, à l'est, la Chine et le Laos, enfin, au sud-est et tout au sud, c'est la Thaïlande. La Birmanie, c'est aussi 7 régions et 7 États dont certains, on l'a dit, sont plutôt rebelles face au pouvoir. C'est le cas des pays Kachin ou Shan, entre autres. Mais la Birmanie, en tout cas aux yeux des Occidentaux, c'est surtout un visage, une personne, un nom, celui de Aung San Suu Kyi. Figure emblématique de l'opposition à la dictature militaire, prix Nobel de la paix, dirigeante de la Ligue nationale pour la démocratie, son parti qui devrait normalement sortir grand vainqueur de ses premières élections démocratiques en près de 30 ans. Mais, car il y a un mais, même si elle arrive largement en tête du scrutin, elle ne pourra prétendre au poste de présidente du pays lors de l'élection qui suivra, car elle a été mariée avec un étranger. Ainsi le veut la Constitution, héritée du temps de la junte, comme quoi, derrière le rideau démocratique, quelques militaires veillent encore et toujours sur le destin de la République de l'Union du Myanmar. « 1948, c'est l'indépendance du pays, jusque-là sous tutelle britannique, indépendance dont l'un des artisans aura été, avant son assassinat, le leader Aung San, le père d'Aung San Suu Kyi. En 1962, c'est le coup d'État des militaires, dont la figure la plus connue est le général Ne Win, qui jette des milliers d'opposants en prison. 1974, le pays se dote d'une nouvelle constitution qui ne fait que conforter l'emprise des militaires. 1988, on assiste aux premières manifestations étudiantes, soutenues par les moines et les travailleurs, 3000 morts au moins, et, face à l'indignation mondiale, en 1990, ce sont les premières élections avec la victoire de la Ligue nationale pour la démocratie. Le parti d'Aung San Suu Kyi remporte 80% des sièges, mais les militaires refusent de céder le pouvoir et emprisonnent tous les leaders de l'opposition. 1991, c'est l'attribution du prix Nobel de la paix, puis une longue période de silence, de souffrance, jusqu'à la révolution dite du safran en 2007. 3 ans plus tard, Aung San Suu Kyi recouvre une forme de liberté, mais boycotte les élections remportées de fait par le parti politique au service des militaires. Il faut attendre mars 2011 pour que la junte cède officiellement le pouvoir à un gouvernement civil dont les ministres sont tous d'anciens militaires, et c'est un général Thein Sein qui devient le président du pays. Quelle que soit l'issue du scrutin, l'armée va conserver son influence sur la vie politique en s'attribuant d'office 25% des sièges au Parlement. Par ailleurs, il règne un chaos certain dans le pays en ce qui concerne les listes électorales, car ces listes numériques sont établies à partir de fichiers administratifs, papier, complètement dépassés et notoirement erronés.
Aung San Suu Kyi et ses militants, parfois accompagnés de grandes stars mondiales comme ici Angelina Jolie, ont parcouru tout le pays pour s'assurer que tous les électeurs seraient correctement inscrits et libres d'aller voter. Autre difficulté pour organiser ce scrutin, la multiplicité des ethnies, 135 minorités qui représentent un bon tiers du pays, a priori un grand réservoir de suffrages pour la Ligue nationale pour la démocratie, mais qu'il est d'autant plus difficile d'atteindre que certaines régions sont toujours en conflit ouvert avec les autorités et réclament plus d'autonomie. L'invité de Géopolitis, Mathias Hubert, qui est responsable des éditions Olisan. Vous avez publié d'ailleurs un guide sur la Birmanie, fort documenté. Vous y êtes allé combien de fois en Birmanie ? Une trentaine de fois. Une trentaine de fois. Alors, avant la période très délicate avant et après 88, avant le coup d'État. Avant les émeutes, oui. Voilà. Et après 2011, depuis que le régime s'est un peu démocratisé. Vous dites un peu démocratisé. On sent tout de suite une réticence. Ces élections, c'est de la vraie démocratie? C'est une façade de démocratie ou c'est déjà un pas vers la démocratie, ce qui serait pas mal? La Birmanie, elle sort d'un demi-siècle de dictature militaire plutôt féroce. Et on ne peut pas s'attendre à ce qu'un pays qui n'a pas connu, ne serait-ce que l'ébauche d'une démocratie, devienne démocratique du jour au lendemain. Donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un premier pas, peut-être, vers ce qui va être un régime plus démocratique d'ici quelques années. Mais pour le moment, on est très loin d'une démocratie à l'occidental. Donc, les militaires n'ont pas complètement tort lorsqu'ils disent « on va vous accompagner sur la voie de la démocratie ». Il y a un bout de chemin ensemble à faire. C'est sûr. Ouais. Les rapports de force étant ce qu'ils sont, les militaires ne vont pas dégager de la scène de sitôt. On n'a qu'à regarder la Constitution qui régit les élections de la semaine prochaine. Oui. Elle accorde un poids absolument démesuré aux militaires. Il y a 25% des sièges à la Chambre basse et à la Chambre haute qui sont réservés à l'armée. Et ces gens ne sont pas élus, ils sont nommés par le commandant en chef de l'armée. Mais enfin, ils n'ont quand même pas forcément la majorité. Non, ils ont pas, pour le moment, ils n'ont pas la majorité. Ils l'ont dans l'actuel gouvernement, ils ont la majorité parce que la Ligue nationale pour la démocratie n'a pas participé aux élections de 2010. Tout à fait. Elle a participé aux élections partielles de 2012 et elle a 40 sièges sur 600, donc c'est rien. Pour le moment, le rapport de force est militaire associé à l'USDP, donc le parti des militaires, qui aura une écrasante majorité. Alors, on nous dit que Aung San Suu Kyi, puisqu'on va beaucoup parler d'elle, va remporter ces élections, mais pour autant, c'est pas elle qui va diriger le pays, c'est ça. Son parti va être majoritaire, mais c'est pas elle qui va gouverner le pays. Ça, de toute façon, elle ne va pas gouverner le pays parce que elle n'a constitutionnellement pas le droit. Elle a des enfants avec des passeports étrangers et ça l'empêche de devenir présidente du pays. Ça, c'est une vieille clause que les militaires ont gardée. Non, c'est une clause qu'ils ont ajoutée à la Constitution de 2008 parce qu'ils voulaient, c'était expressément pour empêcher Aung San Suu Kyi de devenir présidente. Ils n'avaient même pas besoin de dire être marié à un étranger parce qu'auparavant c'était ça. Voilà. Mais son mari étant mort en 2000, il suffisait de dire avoir des enfants qui ont un passeport étranger pour la barrer de. Mais elle le dit, elle veut être présidente. C'est ça qui est surprenant parce qu'elle a donné une interview il y a une quinzaine de jours à une télé indienne et elle a dit si nous avons la majorité, je vais gouverner. Mais je ne vois pas comment constitutionnellement elle peut gouverner parce qu'elle n'a pas les moyens. En Birmanie, il y a le président, mais il n'y a pas de premier ministre. Donc le pouvoir exécutif et de représentation, c'est le président. Qu'est-ce que les militaires vont lui laisser faire alors si elle ne peut pas gouverner? Est-ce qu'elle peut quand même changer la vie démocratique de ce pays? Je ne sais pas quelles sont les intentions des militaires, mais ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'elle devienne ministre des Affaires étrangères ou ministre des Affaires ethniques peut-être, où elle pourrait jouer un rôle. Mais il semble qu'elle n'ait pas envie de se contenter de ce rôle-là. Elle veut vraiment être présidente. Et pour le moment, c'est plutôt mal parti parce que vous avez dit que la NLD va remporter les élections. En voix? Peut-être, c'est même pas sûr. Ouais. Parce que le parti actuel, le parti des militaires, a plutôt bien joué ces derniers temps. Ils ont bien géré la crise de l'inondation de cet été. Ils ont fourni une aide efficace. Ils ont apporté des biens de consommation. Ils ont, surtout aux citadins évidemment, mais des biens de consommation dont les gens n'osaient pas rêver il y a 3-4 ans. Il y a des téléphones portables partout. Il y a 10 ans, hein, une carte SIM coûtait $20,000. Il y a 5 ans... $20,000 une carte SIM de téléphone? Il y a 10 ans. Il y a 5 ans, $5,000. Aujourd'hui, c'est $1,50. Il y a des voitures qui avant coûtaient 40 000 francs, une voiture d'occasion. Aujourd'hui,
ils importent de Chine des voitures à 6-7 000 francs, des motos pour 300 francs. Donc, ils ont amélioré la vie quotidienne d'un certain nombre de personnes. Alors, vous qui allez souvent en Birmanie, vous l'avez dit au début de cette interview, les Birmans auraient tendance à faire confiance à ces militaires qui, comme vous venez de le dire, quand même améliorent la vie au quotidien? Une partie, certainement, parce que... c'est déjà un beau progrès. Je ne sais pas si c'est un progrès de faire confiance à des militaires. Non, mais ce que les militaires apportent à la population. Ils ont incontestablement amélioré la vie d'une partie de la population. Je ne parle pas des paysans à la campagne. Voilà. Pour eux, rien n'a changé. Mais les citadins, ils profitent, une partie des citadins profitent de l'engouement économique qui se produit dans le pays. C'est un des pays qui a la plus forte croissance économique ces dernières années. C'est 5 ou 6e l'année dernière. Donc, il y a une amélioration du niveau de vie. Mais ça ne touche qu'une faible partie de la population. Quelle serait l'erreur que pourrait faire Aung San Suu Kyi qui ensuite engendrerait peut-être un retour ou une mainmise des militaires sur la ville? L'erreur, c'est de vouloir aller trop vite. S'imposer comme présidente ou imposer... Elle s'était associée avec un ancien général, avec Tura Shweman, qui est un ancien général, qui était le président du parti des militaires, et qui est toujours le président de la Chambre basse. Il a été dégagé de la présidence du parti dans un coup d'État. Au mois d'août, l'armée, la police ont encerclé le siège du parti. C'était un avertissement sans frais. C'est un avertissement sans frais, mais on constate qu'il y a des tendances divergentes à l'intérieur même de l'armée. Et on n'est pas sûr ce qui va se passer si Shweman va remporter son siège. Le gouvernement a tout fait pour l'empêcher de gagner son siège. Mais il est toujours là. Il est toujours là et il se débat. Et il a l'appui des cronies. Les cronies, c'est quoi les cronies? Les cronies, c'est les hommes d'affaires associés à des militaires. Et il a fait construire dans sa circonscription, un hôpital pour $2 millions, ce qui est pas rien. Donc, il peut dire aux gens, regardez, moi, j'ai derrière moi des gens qui peuvent améliorer vos conditions de vie, donc faites-moi confiance. Et il y a une partie de la population va vouloir soutenir des militaires modérés, j'ai l'impression. C'est ça. En un mot, une vraie démocratie. D'abord, ça s'apprend. C'est pas pour tout de suite en Birmanie. Non, pour dans quelques années. Il faudra plusieurs législatures probablement. Il va falloir changer la constitution, diminuer l'importance et le poids de l'armée dans la vie politique. Et après, il va falloir faire des réformes. Il faut se mettre d'accord avec les ethnies minoritaires. Il faut combattre aussi les bouddhistes extrémistes. Il n'y a pas que des extrémistes musulmans. Il y a aussi des extrémistes bouddhistes qui sont une nuisance en Birmanie et qui ont une forte l'écoute aussi des militaires, en partie probablement manipulés par ceux-ci, mais c'est un danger pour la société birmane. Alors on va donner encore quelques années d'espoir pour la Birmanie. Merci Mathias Hubert, je rappelle que vous êtes responsable des éditions Olizan et entre autres guides, vous avez publié ce guide sur la Birmanie. Merci à vous. Merci. C'est le grand silence. Officiellement, en Birmanie, on se refuse à parler ouvertement de la question des Rohingyas, cette minorité musulmane forte de 1 300 000 âmes, une minorité devenue apatride dans son propre pays, persécutée, rejetée et contrainte à l'exil. Le régime de Naypyidaw s'en tient à sa position. Ces gens-là sont en fait des réfugiés venus du Bangladesh et n'ont donc pas leur place dans le pays. À ce jour, les Nations Unies, qui dénoncent ce rejet massif et meurtrier, a comptabilisé 120 000 Rohingyas sur les routes maritimes de l'exil. Et ce qui frappe, voire qui choque la communauté internationale, c'est ce silence qui n'est pas le seul apanage du gouvernement birman. Aung San Suu Kyi elle-même n'a pas pris, en tout cas publiquement, la défense des Rohingyas. Du reste, il y a chez certains moines bouddhistes une tendance actuelle à attiser la haine vis-à-vis de cette population musulmane. Ce sont ces mêmes bouddhistes nationalistes qui critiquent les Nations Unies pour avoir osé parler ouvertement de ce dossier des Rohingyas. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires et réactions à cette édition consacrée aux élections en Birmanie, de la vidéo, des sites internet, de l'infographie, notre rubrique Vue du passé, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolis.